C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau dans ce podcast. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro du podcast Study to Go, nous serons en entretien exclusif avec le directeur des études du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER et également découvrir ses responsabilités au sein de l'école. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Bonjour DE. Bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Ça va, chez vous? Je vais bien également. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Ok, je suis Agbayon Lekokou, au directeur des études au Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER. Nous œuvrons dans le domaine de l'énergie. Nous sommes dans l'électricité et en énergie solaire. Nous formons en BT, électrotechnique, CAP électricité d'équipement et en formation modulaire. Bon, nos offres de formation sont, comme je viens de le dire, BT électrotechnique, ça fait 3 ans. CAP électricité d'équipement, ça fait 3 ans également. Et la formation modulaire, nous en avons pour 6 mois et pour 1 année. Donc voilà à peu près d'une manière ramassée les offres de formation que CREFER offre au public. Alors, DE, aujourd'hui, nous sommes dans ce podcast en entretien exclusif avec vous. Alors, dites-nous, quelles sont vos responsabilités au quotidien en tant que directeur des études? Bon, merci pour la question. Quand nous prenons un établissement scolaire, une école ou un centre de formation, les responsabilités sont partagées. Quand je prends les acteurs qui entrent dans le jeu, il y a le directeur, ou qui, bon, on appelle généralement le proviseur. Il y a le directeur des études, qu'on appelle également censeur, et le surveillant. Parlant de la responsabilité, chaque personne ou bien chaque acteur a des responsabilités spécifiques. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un établissement scolaire ou bien dans une école, et que si le proviseur ou le directeur, le censeur et le surveillant assument convenablement leurs responsabilités, vous allez voir que tout va se marcher comme cela se doit. Et donc, le proviseur a ses responsabilités, le directeur des études, qu'on appelle également censeur aussi, a ses responsabilités, le surveillant a également ses responsabilités. Et donc, ces 3 acteurs sont appelés à respecter leurs responsabilités. Et c'est en cela que pour la gestion des apprenants ou bien des différentes couches de l'école, donc il y aura vraiment pas de cafouillage. Bon, on sait déjà quand un problème se pose, on sait déjà que ça relève de la responsabilité ou bien du domaine du directeur des études ou du censeur ou du proviseur. Voilà. Bon, ce qui nous concerne ce matin, c'est la responsabilité du directeur des études que je suis. Et donc, le directeur des études, que nous appelons communément le censeur, a plusieurs responsabilités. Bon, dans une école ou bien dans un établissement, il est en quelque sorte le point focal. Et que, comme le dit-on, il est dans tous les compartiments d'un établissement scolaire. Ce qui fait qu'un directeur des études ou bien un censeur doit être entièrement disponible. C'est-à-dire que la disponibilité doit être vraiment de mise. Et c'est en cela vraiment qu'il peut exercer ses fonctions, ses responsabilités sans problème. Et il est appelé, le directeur des études, il est chargé de l'organisation, du suivi, du contrôle et des évaluations de l'enseignement et de la formation. Il est par endroit appelé le préfet de discipline. Et donc, si je reviens un peu sur les responsabilités du directeur des études, je vais essentiellement mentionner 3 responsabilités. Il a des responsabilités administratives, responsabilités pédagogiques et responsabilités socio-culturelles. Voilà les 3 responsabilités qui incombent un directeur des études ou un censeur d'un établissement scolaire. D'accord, alors vous venez de citer les 3 responsabilités qui incombent un directeur des études. Alors, nous voulons savoir à quoi consistent ces 3 responsabilités. Ok. Si je prends la responsabilité administrative, le directeur des études est le collaborateur direct du proviseur
ou du directeur de l'école. Ce qui fait que tout tourne autour du directeur des études. Ces responsabilités administratives sont multiples. C'est lui qui nomme des enseignants, le directeur des études, qui confie, c'est-à-dire que les enseignants à certains postes de responsabilité. Il est appelé également à organiser toutes les activités de l'école. La circulation, il assume la circulation des informations. C'est lui qui organise les réunions pédagogiques, les réunions des enseignants et autres. Il programme les rencontres et fait une proposition au directeur ou bien au proviseur du centre. Au-delà de ses responsabilités, c'est lui qui assume également le bon fonctionnement du centre. Et quant à ce qui concerne les tests qui régissent l'école ou bien l'établissement, c'est le directeur des études qui veille au respect de ces tests-là, à l'endroit des enseignants, à l'endroit également des apprenants. Bon, il est appelé à diffuser les informations au centre. Bon. Quand je parle des informations, s'il y a une information apportée à l'endroit des apprenants, c'est le directeur des études qui serait chargé de la diffusion de ces informations-là et convoque régulièrement des rencontres avec ces différentes couches. La responsabilité pédagogique, c'est ça même le problème. Quand on parle du censeur des études ou bien directeur des études, le terme étude est en quelque sorte équivalent de la pédagogie. Donc, ces responsabilités pédagogiques sont très, 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 très importantes. Alors, sur le plan pédagogique, c'est le directeur des études qui est appelé à veiller à ce que toutes les activités d'ordre pédagogique se déroulent comme on aurait souhaité. Alors, en le faisant ainsi, c'est le directeur des études qui établit le tableau de service des enseignants. C'est-à-dire que l'emploi du temps des classes, des différentes classes de l'établissement, c'est le directeur des études qui l'établit. Le tableau de service de chaque enseignant, c'est le directeur des études qui établit ces tableaux de service. S'il y a à affecter une discipline à un enseignant donné, ça relève de la compétence du directeur des études. Maintenant, au-delà des tableaux de service et autres, il faut veiller au bon fonctionnement des cours dans les salles. C'est-à-dire que c'est l'aspect même fondamental. Aujourd'hui, nous disons que ça crie un peu partout. C'est une réalité. Je ne vais pas dire le contraire, que le niveau de scolarité a considérablement baissé. Quelles sont les causes? C'est-à-dire que les causes sont multiples et que maintenant, les établissements, surtout les établissements privés, font un effort pour que, du moins à leur niveau, ils soient au top. Parce que ils ont l'obligation des résultats. Je ne dis pas que les publics n'ont pas l'obligation des résultats, mais l'obligation des résultats incombe plus les établissements privés. Parce que les yeux sont braqués sur nous. Et donc, l'aspect pédagogique nous amène à veiller comment les cours se passent dans les salles. Donc, quant à ce qui nous concerne, ou bien me concerne moi, dans mon centre, un enseignant qui a son tableau de service doit veiller à ce que ce tableau de service soit bien respecté, le début et à la fin des cours. Actuellement, ça fait un bon bout de temps, ça fait des années où les inspecteurs, chapeau à eux, qui organisent chaque année régulièrement des visites de soutien. Et que ces visites de soutien-là, c'est pour renforcer un peu la capacité des enseignants dans les classes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand nous disons que le niveau de la scolarité a baissé. Actuellement, c'est les enseignants qui font tout le travail à la place des apprenants. Mais si il n'y a pas ce suivi à l'endroit de ces enseignants aussi, il faut voir comment les résultats seront plus catastrophiques que ce que nous observons aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les préceptes pédagogiques sont des aspects de l'enseignement qui vraiment ne sont pas négligés. Quand je parle des préceptes pédagogiques, un enseignant qui est appelé à dispenser un cours dans une salle doit forcément préparer le cours. Il doit nécessairement préparer le cours. Il doit avoir une fiche de cours. Une fiche de cours et en dehors de la fiche de cours, il faudrait également une fiche pédagogique.
c'est des difficultés que nous rencontrons dans nos différents établissements. L'enseignant va te dire que non, lui n'a pas besoin de fichier de cours. Que bon, lui maîtrise sa matière. Et il se pointe devant les apprenants, soit disant qu'il n'a pas besoin de fichier de cours et donc par conséquent, il a le cours en tête et il dit. C'est un danger. C'est un danger. Moi, je vais même jusqu'à dire que bon, les Français eux-mêmes, pour tenir un discours, ils ont toujours un papier. Pourquoi ils ont un papier, les Français? Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ça en tête. Bon, nous, par exemple, si nous confions des responsabilités aux enseignants ou bien on les appelle, on leur confie un tableau de service. Bon, le centre ne doute. Si nous doutons un peu de leurs compétences, on ne va pas les solliciter. Nous savons qu'ils sont compétents. Maintenant, comment mettre cette compétence à la disposition des apprenants? C'est de ça il est question. Ce qui doit les amener à respecter les préceptes pédagogiques. Que vous possédez votre matière ou pas, vous devez avoir une fiche de cours sur laquelle vous dictez le cours. Pas dire que non, vous avez le cours en tête, non. Et le directeur des études est appelé à veiller à toutes ces pratiques-là dans les salles. J'ai parlé tantôt de fiches de cours et de fiches pédagogiques. Fiches pédagogiques, c'est un élément très, très, très important. Bon, aujourd'hui ou bien depuis un certain temps, bon, moi aussi je suis un enseignant. Dans les années 80 et autres, bon, qu'est-ce que nous appelons fiches pédagogiques? Il n'y en avait pas. Quand vous rentrez dans la salle, bon, vous avez une fiche de cours, vous dictez et bon, vous sortez. Vous avez fait votre cours. Maintenant, bon, l'État ou bien les autorités en charge de l'éducation, ils sont en train quand même de professionnaliser l'enseignement. Au Togo aussi. C'est là l'introduction de la fiche pédagogique. La fiche pédagogique sert à faire quoi? La fiche pédagogique recadre l'enseignant qui est appelé à dispenser un cours. Quand tu as un cours à dispenser, tu as le cours sur ta fiche. Peut-être que la fiche là est préparée, ça fait des années, c'est chaque année, c'est ça que vous utilisez. Mais si vous êtes appelé à dispenser le même cours, par exemple, le lendemain, à la veille, vous devez revisiter votre cours. Visiter, ça veut dire quoi? Vous lisez, vous dispensez déjà le cours, vous êtes arrêté à un niveau donné et que c'est la suite. Maintenant, si bon, vous devez continuer avec un sous-titre le lendemain, il va sans dire que la veille, ne serait-ce que 31 heures de temps, vous consacrez pour préparer le cours que vous allez dicter le lendemain. En préparant ce cours-là, vous profitez en même temps pour préparer la fiche pédagogique. C'est lorsque l'enseignant se dit que bon, moi, je fais le cours là, ça fait déjà des années, et que je n'ai plus besoin de lire ce cours avant d'aller dispenser. Ça, si ça se passe comme ça, on a tendance à ne pas préparer la fiche pédagogique parce que la fiche va te demander ce que tu as à faire, le cours que tu as à dispenser le lendemain dans telle salle. Tu ne vas pas excéder. Tu ne vas pas, c'est-à-dire que rien ne va t'amener à ne pas même achever ce que tu as prévu faire. La fiche te recadre actuellement. Dans tous les établissements, que ce soit privé, public et autres, un enseignant ne rentre plus en salle sans objectif. Il faut nécessairement que l'enseignant définisse l'objectif pour lequel il est appelé à dispenser une partie ou bien un cours donné. Mais sur la fiche, l'objectif pédagogique doit figurer sur la fiche. C'est ça même d'ailleurs l'élément essentiel d'une fiche pédagogique. Maintenant, en lisant le cours, en préparant le cours que tu as dispensé le lendemain, c'est en ce moment que tu remplis en même temps la fiche pédagogique. Le remplissage de la fiche pédagogique n'est pas une activité à organiser que l'enseignant doit organiser en dehors du fait qu'il doit préparer un cours. Non. Quand vous lisez, vous relisez, en ce moment, vous préparez votre fiche pédagogique. Et en le faisant, vous savez que vous êtes arrêté à ce niveau la semaine, le cours dernier, et que le lendemain, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Maintenant, quand vous préparez rapidement, l'objectif de la séance là, vous définissez sur la fiche, et que tout ce qu'il faut prévoir comme activité de renforcement et autres sur la fiche, c'est fait. Quand vous allez en salle, vous êtes à l'aise. L'enseignant qui a sa fiche pédagogique à côté, quand il dit, à un moment donné, jeter un coup d'œil, il est à l'aise. Et quand il rentre, il sait de quoi il serait question. Il ne va pas divaguer. Il sait de quoi il va faire allusion. Et là,
si par exemple un redoublant qui est dans son coin, qui se dit que non, lui, il a déjà fait le cours là, et qui veut l'amener sur des parties, bon, qu'il aura à enseigner plus tard, ou bien des parties non étudiées, l'enseignant sait qu'il a déjà un objectif pour ce matin-là, ou bien le matin-là. Et donc, rapidement, il ne va pas tenter de répondre à une question qu'il n'a pas encore étudiée. Et donc, la fiche recadre l'enseignant et ça recadre également les apprenants. Un enseignant qui, avec sa fiche, qui fait le cours jusqu'à la fin, nous l'avions dit tantôt, une chose est de bien posséder son cours, est de maîtriser son cours. L'autre est de le faire profiter par les apprenants. Quand les apprenants sont là, toi, l'enseignant, tu maîtrises bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour faire profiter ce que tu maîtrises là aux apprenants? C'est de ça il est question. Là, quand tu as ta fiche, à la fin, tu fais une évaluation. Tu évalues. Si, par exemple, la séance ou bien le cours que tu viens de dicter, le cours que tu viens de dicter, autre là, est compris par les apprenants. Et donc, c'est sur la fiche, c'est la fiche qui te renseigne maintenant. Sur la fiche, il y a une colonne qui est prévue évaluation. Évaluation de quoi? De l'objectif pédagogique que tu as défini. Bon, quand on dit évaluation, ce n'est pas forcément une évaluation écrite ou bien une évaluation qu'il faut sanctionner par une note. Non. Tu as défini l'objectif au départ. Que à la fin du cours de ce matin, les apprenants doivent être capables de. Et les micros sont là. Tu as fait tirer, tu as défini. Maintenant, à la fin du cours, pose, même c'est des questions orales. Tu poses aux apprenants que ces questions-là, pour voir s'ils vont répondre. C'est ça l'évaluation d'un type question. Ce que nous appelons généralement des évaluations formatives. Et donc, c'est en cela que l'enseignant saura vraiment si le cours qu'il vient de dicter est bien cerné, est bien compris par les apprenants ou pas. Si c'est bien compris, tant mieux, on évolue. Si ce n'est pas compris, et à travers ces questions, ces évaluations-là, il a constaté que non, que les réponses que les apprenants donnent, vraiment ce n'est pas ça, alors qu'il est pratiquement à la fin du temps alloué à cette séance. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise une séance de remédiation pour la séance suivante. Et donc, par rapport aux fiches de cours et la fiche pédagogique, c'est très, très, très important. En dehors de ces deux fiches, il faut également, le directeur des études doit veiller à ce qu'il y ait une évaluation régulière dans les salles. Ça, c'est un autre problème. Une chose est de bien dispenser son cours, bien expliquer, et à la fin, on a compris vraiment que les apprenants aussi ont bien cerné. Ils ont bien compris le cours. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir tous ces apprenants-là au bon niveau? Il faut des évaluations régulières. Il faut des évaluations régulières. Et donc, une chose est de dispenser le cours, l'autre est de faire des évaluations régulières. Un bon enseignant, un enseignant bien qualifié qui fait son cours sans évaluation, moi je me dis que bon, là il y a un point d'interrogation. C'est les évaluations qui permettent également aux apprenants d'être à un niveau plus acceptable. C'est les évaluations qui permettent aux apprenants de savoir, pas aux apprenants forcément, mais à l'enseignant même, de savoir si le cours qu'il a fait là est bien maîtrisé. Et quand on dit, dans nos établissements, même un peu partout, quand on nous dit qu'il y a évaluation, il y a devoir, il y a interrogation, c'est ça qui amène, même les paresseux, c'est ça qui nous amène à aller vers les cahiers. Parce que monsieur, là, quand à chaque fois il vient au cours, il doit faire une évaluation. Et donc, à la veille, même si l'apprenant s'amuse n'importe comment, il va consacrer au moins 10 minutes pour lire le cours parce qu'il sait que le lendemain, l'enseignant doit faire une évaluation. Et donc, l'évaluation est également un aspect très, très fondamental sur lequel nous mettons vraiment en jeu. Maintenant, en dehors de l'évaluation, on fait une évaluation. Il faut rendre rapidement la copie. Et que vous avez fait une évaluation, que ça soit écrite ou bien orale, qui doit être sanctionnée par une note. L'apprenant, vous devez porter cette note-là à la connaissance de l'apprenant dans un laps de temps. C'est ce que nous appelons en pédagogie la connaissance immédiate des résultats. Quand tu fais une interrogation,
tu fais une évaluation. Et le lendemain, en même temps, tu corriges la nuit. Le lendemain, tu distribues les copies. L'effet que cela crée au niveau des apprenants n'est pas le même si ces copies-là sont gardées après 2-3 semaines avant d'être distribuées. Il arrive des fois que pour peut-être, je dirais, pour des manquements de la part de nous, les directeurs des études, si l'aspect-là n'est pas bien contrôlé, les enseignants font des évaluations, ils attendent 1 mois après avant de distribuer les copies. Et quand vous rentrez dans certaines salles, et ils disent, bon, oui, nous allons corriger l'interrogation de la dernière fois. Les apprenants se posent des questions de savoir. Quelle interrogation? C'est qu'ils ont oublié. Entre temps qu'ils avaient fait une interrogation, ils ont oublié. Et donc, la connaissance immédiate des résultats est aussi très, très, très importante et autres. Bon, au-delà maintenant de ça, toujours dans le cadre des aspects pédagogiques, actuellement, chacun trouve des astuces, des voies et des moyens pour amener les apprenants à se familiariser avec le contenu des cours. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça. La seule arme efficace, c'est que quand tu rentres, communique aux apprenants ce qu'ils sont appelés à faire à la fin de ton cours. C'est-à-dire que je suis rentré dans une salle pour dispenser un cours. J'ai mis le titre. Vous dites aux apprenants, je vais vous communiquer l'objectif de la séance. Et vous écrivez ça dans votre cahier. L'objectif, c'est qu'à la fin de la séance, vous devez être capable de... L'apprenant à la maison, il ne se pose pas beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'il est recadré, il sait ce qu'il faut apprendre dans le cahier. Monsieur, aujourd'hui, nous a dit qu'à la fin de son cours, nous devons être capables de... Est-ce que je suis capable? Et c'est ça que l'apprenant va apprendre. Et là, il sait déjà ce qu'il faut apprendre. Maintenant, vous-même, quand vous allez évaluer, vous n'avez plus d'inquiétude. Les questions, bien les objectifs pédagogiques servent déjà des questions d'évaluation. Ils sont appelés à être... Ça, c'est déjà des questions d'évaluation. L'enseignant ne souffre plus. Et donc, ces évaluations formatives, et à la fin, ça nous donne une évaluation sommative, qui est le devoir et autres. Alors, vous avez énuméré les 3 responsabilités qui incombent un directeur des études et vous venez de développer les 2 premières responsabilités. Et maintenant, qu'en est-il des responsabilités socioculturelles? Ok, merci. Concernant les responsabilités socioculturelles, là, il n'y a pas grand-chose. J'avais dit tantôt que le directeur des études dans un établissement ou dans une école est en quelque sorte le point focal et que tout tourne autour de lui, toutes les activités. Quand nous parlons de responsabilité socio-culturelle, nous faisons essentiellement allusion aux activités de la semaine culturelle, communément appelée la semaine C. Si j'ai bonne mémoire, cette semaine-là, selon le découpage annuel de cette année, c'est la dernière semaine avant les congés de Pâques qui est réservée pour ces activités culturelles. Et donc, maintenant, pour chaque établissement scolaire, il y a des activités qui s'organisent. Les établissements font quand même un effort pour marquer l'événement. Et que surtout, dans nos établissements privés et autres, chaque établissement, c'est une occasion pour ces établissements-là, une occasion pour se faire voir, se faire remarquer et de la pratique et de tout ce qui se passe dans le centre. Ce qui fait que des activités d'ordre culturel s'organisent au sein maintenant de l'établissement et par endroit, etc., etc. Maintenant, c'est le directeur des études ou le censeur qui est appelé à réorganiser toutes ces activités-là, qui est appelé à former les différents groupes affectés pour telle activité. Et le directeur des études est appelé à coordonner tous ces groupes-là pour le bon fonctionnement des activités au cours de la semaine. Parce que quand on dit semaine culturelle, c'est que quand vous êtes dans votre environnement, les gens sont là pour voir
pour vous observer, de quoi vous aussi vous êtes capable. Comment est-ce qu'il faut organiser? Ça va servir aussi de communication pour l'école en question. Et donc, c'est le directeur des études qui coordonne toutes ces activités. C'est ça, essentiellement, la responsabilité socio-culturelle qui incombe le directeur des études ou le censeur d'un établissement donné. Déjà, j'ai une question à vous poser encore par rapport aux activités socio-culturelles. J'aimerais savoir aux élèves que représentent ces semaines culturelles. Oui, par rapport aux apprenants, la semaine culturelle, moi, je m'en vais déjà plus loin. Vous dire que dès la première semaine, j'ai reçu un certain nombre d'apprenants dans mon bureau et qui sont là déjà pour me faire des propositions d'activités au cours de la semaine culturelle. C'est une semaine où, vous savez, parmi nos apprenants que nous encadrons aujourd'hui, il y a parmi eux, beaucoup ont des talents. Pas forcément sur le plan scolaire, mais ils sont déjà dans d'autres activités. Et que c'est bien vrai, le principal, c'est les études, mais ils ont des activités accessoires qu'ils mènent dans leurs différents quartiers. Et c'est une occasion pour eux aussi de s'affirmer, de se faire voir. Si, par exemple, moi, en dehors de l'école, je suis dans la musique, bon, je suis une vedette, il faut dire, j'ai eu quand même j'ai des morceaux, etc., c'est une occasion pour eux. Ce qui fait que quand, par exemple, vous annoncez qu'il y aura telle activité au cours de la semaine, c'est comme ils ont l'habitude de le dire, déjà, l'attention est partagée. Ils n'ont plus vraiment leur idée à 100% sur les études, c'est partagé. 50% sur comment il faut faire pour marquer la semaine culturelle et l'autre pour les études. Sinon, il faut dire que c'est une semaine qui vraiment les amène et amène également les dirigeants d'une école à découvrir des talents dont disposent nos apprenants. Voilà. Alors, vous venez de développer les 3 responsabilités, notamment responsabilité administrative, pédagogique et socioculturelle. J'aimerais également savoir qu'en est-il des responsabilités financières. Ok, merci pour la question. En fait, pour un directeur des études, la responsabilité financière n'incombe pas le directeur des études. Ça relève de la compétence du proviseur ou du directeur de l'école. Néanmoins, le directeur des études ou le censeur peut être sollicité par un proviseur ou bien un directeur de l'école pour l'aspect financier. Parce que c'est le directeur des études qui nomme et fournit au directeur les horaires des enseignants, les tableaux de service des enseignants. Si par exemple le directeur ou bien le proviseur a établi un budget, il doit s'appuyer sur le directeur des études. Parce que c'est au directeur des études de fournir le traitement prévisionnel des enseignants en charge du centre. Mais participer à l'élaboration du budget, ça ne relève pas de la compétence du directeur des études. Bon, ça aussi, c'est un aspect très, très fondamental dans nos établissements privés. Un établissement privé qui fonctionne sans budget, bon, je dirais en train de creuser sa propre tombe. Parce que n'importe comment, il faut toujours fonctionner avec un budget. Même si personnellement, de façon isolée ou bien personnelle, toi-même, tu entreprends une AGR, en temps normal, tu dois fonctionner avec un budget. Ok, c'est quoi un AGR? Oui, AGR, c'est l'activité générative de revenus. C'est-à-dire que une personne qui crée une activité générative de revenus, en abrégé AGR, doit fonctionner avec un budget. Et c'est le budget qui t'impose le comportement. Le budget qui te demande ce qu'il faut faire. Et que quand tu établis un budget avec toutes les lignes, tu dois faire un effort pour respecter ce budget-là. Le budget permet maintenant à un promoteur de contrôler surtout les sorties. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'entretien exclusif avec le DE du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable, CREFER. Nous sommes en train de découvrir également ses responsabilités au sein de l'école. Alors, CREFER est un centre de formation qui forme dans les métiers des énergies renouvelables, notamment en électricité et énergie solaire. Suivez cet élément et on revient tout juste après.
Vous cherchez à vous spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables et dans l'électricité? Ne cherchez plus loin. Rejoignez CREFER, le Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable. Avec nos offres de formation complètes, alliant la théorie à la pratique, vous deviendrez un expert en énergie solaire photovoltaïque et en électricité. Que vous soyez élève, bachelier, étudiant ou professionnel, CREFER est là pour vous accompagner vers l'excellence. Profitez de l'expérience de nos formateurs qualifiés pour acquérir des compétences solides et concrètes. Ne ratez pas notre rentrée académique 2024-2025 fixée au 16 septembre pour les étudiants en CAP électricité d'équipement et en BT électrotechnique, puis le 14 octobre 2024 pour les étudiants en formation modulaire. Inscrivez-vous dès maintenant. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.crefer.tech ou contactez-nous au plus 228 91 20 43 73. Nous sommes situés à Lomé, quartier Blé-Comé, près de la salle de réunion des témoins de Jéhovah et notre annexe au bord des pavés de Toti, non loin de l'agence Togocom. Alors, nous sommes à nouveau de retour dans ce podcast Study to Go. Alors, DE, en tant que directeur des études, comment collaborez-vous avec les enseignants et le personnel administratif pour améliorer le niveau des apprenants? Votre question est à deux niveaux. La collaboration avec, dans un premier temps, mes enseignants et après avec le personnel administratif. Bon, par rapport aux enseignants, je l'avais déjà dit plus haut, que pour un bon résultat, il faudrait dans un premier temps que cette collaboration soit franche. Et que pour le bien aussi des apprenants et les enseignants et moi qui suis quand même le responsable, nous devons avoir le même langage pour le bien des apprenants. Ce qui fait que mes responsabilités d'ailleurs, me permettent d'être d'ailleurs avec eux dans les salles de façon régulière. Je suis les cours. Un enseignant qui rentre en salle le matin, ça dépend de ma préférence. Et c'est mon rôle d'ailleurs. C'est mon devoir. Donc, l'enseignant, ou des fois, bon, je suis en salle même avant qu'il ne rentre. Et je suis là, tout comme des apprenants. Et je copie les cours, il dit le cours, je copie les cours. Si c'est 2 heures, je suis là jusqu'à la fin des 2 heures. Et, sauf que, moi, je n'interviens pas. Bon, les apprenants posent des questions, moi j'observe seulement, je suis là comme un inspecteur. J'observe comment le cours est dispensé, c'est-à-dire que l'animation du cours, la participation des apprenants, etc. Et donc, après, on revient maintenant au bureau, les observations faites au cours de sa séance. J'essaie quand même de toucher à quelques-unes de ces observations. Et que Dieu merci, depuis un certain nombre d'années jusqu'alors, quand on le fait, et que quand vous faites des observations, ces observations aux enseignants, ils comprennent très bien que, puisque il n'y a pas de, comment dit-on, tout est là. C'est-à-dire que les faits sont là et que les aspects pédagogiques dont il est question aussi sont là. C'est que ces enseignants aussi connaissent déjà ces aspects pédagogiques. Sauf que quelquefois, c'est une négligence qui nous amène ou bien qui les amène à ne pas faire chose. Donc, il y a une collaboration franche. On doit faire en sorte que le climat soit quand même un climat apaisé et pour qu'il n'y ait pas vraiment de tension entre les formateurs, les enseignants. Sinon, parallèlement, c'est les apprenants qui vont en souffrir. Donc, pour le moment, c'est bien. Ça se passe très bien. Mais, sur le plan professionnel, il y a quelque chose aussi à ne pas oublier. On dit souvent, trop de citron, un peu de sucre. Parce que, bon, quand même si on est amis, mais on se retrouve sur le plan professionnel, là, c'est autre chose. On n'est plus amis. Si vous faites quelque chose qui n'est vraiment pas de norme, là, je vous fais la remarque qu'il faut. Donc ça concerne ça, c'est pour les enseignants. Maintenant, par rapport au personnel administratif de Pointe, vous savez, quand vous rentrez dans une administration, la lumière d'une école ou bien d'un établissement scolaire, c'est le personnel administratif. Nous avons des partenaires, l'État qui est là, les parents qui sont là, et d'autres encore. Et quand ils rentrent dans une maison, la manière dont, si vous êtes discipliné, c'est que si moi je rentre dans une maison, s'il y a la discipline dans cette maison-là, vos manières de faire, rapidement je le saurai. Nous qui sommes appelés à éduquer ou bien à inculquer les bonnes manières aux apprenants, il faudrait que quand les parents là viennent vers nous, qu'ils vraiment constatent vraiment que nos enfants sont dans de bonnes mains. Ce qui fait que nous n'avons vraiment pas à faillir. Le personnel administratif. Bon, je ne vais pas dire que
chaque fois, il y a ceci, mais il faudrait quand même qu'il y ait une rigueur. Quand il s'agit de travailler, il s'agit de bosser, il faut bosser. Le temps d'amusement aussi, si ce temps-là arrive, on s'amuse. Mais quand il faut bosser, il faut bosser. Donc, il n'y a pas à s'amuser sur le plan professionnel, pas d'amusement. Ce pourquoi tu es là, tu as un cahier de charge à exécuter. Il faudrait que cela soit exécuté de façon vraiment responsable. Voilà. Donc, et tout ça, ce qu'il faut sauver, que ça soit au niveau des enseignants ou du personnel administratif, c'est pour qu'il y ait quand même un bon climat. Qu'il y ait un bon climat. Et c'est ça qui va aider aussi nos apprenants à être à la hauteur des tâches. Merci. Alors, sans transition, nous allons enchaîner avec cette question. Quelle initiative avez-vous mise en place pour favoriser l'insertion professionnelle de vos apprenants? Ok, merci pour la question. Et il faut dire que ça fait déjà un bon bout d'années, de temps, que CREFER a une autre manière d'accompagner ses apprenants. Nous l'avions dit plus haut que nous sommes en BT et en CAP, toujours dans le domaine de l'électricité. Nos BT, la formation ne s'arrêtait pas seulement sur la partie théorique, ou bien au cours de l'année, ils sont là, on a un contenu à exécuter, et le contenu là à exécuter, ça s'arrête, non. L'accompagnement que nous mettons en place et qui favorise que actuellement, nos apprenants aussi sont très fiers de cet accompagnement, c'est les stages, essentiellement les stages. Et quand tu t'inscris à CREFER, c'est que dès la première année, si je prends le cas des BT, à la fin des compositions du second semestre, c'est les stages qui commencent. Ce qui fait que eux, bon, ils n'ont pas assez de vacances comme le dit-on. Ils font des compositions du second semestre en mai. Début juin, c'est les stages. Au moins 2 mois de stage. Le mois de juin, le mois de juillet, ils sont vraiment sur le terrain. Ils soient de s'approprier, ils soient de se familiariser avec la réalité sur le terrain. L'électricité, bon, ce n'est pas, comment dit-on, c'est du concret. C'est-à-dire que, bon, on dit électricité, il faut faire ceci, il y a les différentes tâches dans l'électricité. Il faut amener ces apprenants-là à découvrir sur les sites ce qu'on appelle, par exemple, casse, filerie, tubage, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait que nos BT, au moins 2 mois de stage, sont gratuits chaque année. Et c'est obligatoire ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Un apprenant qui, à la fin de l'année, au lendemain des compositions régionales, qui, pour des raisons fallacieuses, n'a pas pu se présenter au stage, c'est que l'année suivante, il n'est plus compté parmi nos apprenants du centre. C'est comme ça. Et donc, les stages sont quand même des faits que nous essayons d'encourager à l'endroit de nos jeunes. Bon, chapeau aux autorités qui, ça fait un certain nombre d'années, qui expérimentaient un système d'alternance au niveau des CAP. Au niveau des CAP. Cette année, je crois que ces choses faites, tous les centres qui forment au CAP électricité d'équipement sont maintenant invités à appliquer ce système d'alternance. C'est-à-dire que si nous prenons l'année scolaire, ils font la moitié de l'année au centre et l'autre moitié sur le terrain comme stage. Donc nous sommes déjà dedans, ça fait des années et donc ce n'est plus une chose nouvelle pour nous et qu'avec ça, bon, cette année à la fin, un peu plus avant la rentrée du 16 dernier, il y a certains apprenants qui ont fait le BT1 chez nous l'année dernière. Non, ils m'ont approché pour dire que, monsieur, bon, si ce n'est pas à cause de diplôme, nous, ça nous va. Nous, ça nous va par rapport aux électricité bâtiments, qu'ils ne savent vraiment plus quel bâtiment on va leur soumettre pour installer. Ils seront incapables qu'ils sont déjà au top. Vu les stages qu'ils ont eu à faire dans les vacances. Voilà. C'est ça, qu'ils sont déjà au top et que bon. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de diplôme. C'est pour cela, ils sont là. Ils sont appelés à terminer les 2 ans restants. Et donc, ils font la 2e année cette année. À la fin de l'année, ils seront programmés sur les sites où ils auront à découvrir le côté industriel de l'électricité. Donc, bref, c'est ça l'accompagnement que nous faisons pour favoriser l'insertion des jeunes ou bien de nos jeunes apprenants dans la vie professionnelle.
Et alors, nous tendons progressivement vers la fin de ce podcast, mais nous allons terminer avec cette question. Quelle appréciation faites-vous sur les congés de détente initiés par le gouvernement depuis quelque temps? Les congés de détente. Bon, moi, je vais juste vous donner mon avis personnel de ces congés de détente. Et ça n'engage que moi-même. Oui, bon, l'appréciation faite c'est par rapport à ce congé de détente initié par nos autorités compétentes. Je crois ça fait, nous sommes dans la 2e année, si j'ai bonne mémoire, 2e année. Bon, tout de suite, moi, je m'en vais vous dire que c'est une très bonne chose. Une très, très, très bonne chose. Une très bonne chose dans la mesure où, vu le niveau actuel de la scolarité des apprenants et qu'une formation continue jusqu'à un moment donné doit avoir une pause. Par exemple, on a commencé le 16 dernier et il y a déjà un congé de détente après 6 semaines. Les congés de détente doivent nous permettre aux apprenants de se reculer, d'essayer quand même de se préparer davantage et avant de revenir. Une semaine, c'est beaucoup. Une semaine, ce n'est pas pour se déconnecter des études ou bien du contenu de ce qu'ils ont eu à faire de la rentrée jusqu'au congé, non. Mais c'est pour se reculer, voire même se préparer davantage avant de revenir. Vous savez, c'est tout comme quelqu'un qui se dit, dans nos administrations publiques ou privées, vous savez, il y a toujours à faire. Dans une administration, on ne peut pas dire que maintenant, il n'y a rien à faire et autre que le personnel est là, il n'y a rien à faire. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que aussi, il y a toujours à faire dans une administration que le personnel est appelé à rester indéfiniment. À un moment donné, le personnel doit rentrer. Quand tu fais quelque chose, tu prends une pause. Pourquoi les pauses sont prévues? Il y a les séquences de pauses qui sont prévues quand, par exemple, sur les emplois du temps des apprenants, les tableaux de service des enseignants. Pourquoi on a prévu une pause? C'est que quand vous prenez une pause, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 20 minutes, et vous revenez, la mémoire est encore fraîche. Et que la capacité de capter les choses, ça passe vite, vite. Et donc, c'est ça la compréhension qu'il faut qu'on fasse des congés de détente. Bon, le terme même est là. Le terme, nous n'allons pas massacrer les mots. On parle de détente. Détente veut dire quoi? Détente veut dire quoi? Oui, c'est ça. Bon, c'est bien vrai, j'ai eu à discuter avec moi, mes enseignants. Ils m'ont approché parlant des congés de détente. S'il y aura des cours à programmer, des cours de rattrapage. Non, tout le monde se recule. La détente, les apprenants, ils se reculent. Tout le monde se recule. Et là, on se déconnecte un peu avec les contenus. Et quand on revient, ça veut dire que ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que la compréhension, c'est encore autre chose. C'est ça l'initiative, c'est cette compréhension que nous avons pour ces congés de détente. Et donc, bon, parlant, bien, soit disant que non, les congés de détente vont amener les uns les autres à accuser un retard dans l'exécution du programme. En fait, en réalité, non, c'est pour mieux évoluer. Donc, ça n'exclut quand même pas. Il faut occuper ces apprenants-là durant une semaine à la maison. Au moment où ils sont à la maison, il faudrait normalement les occuper. Quoi faisant, en donnant les exercices à préparer, à présenter à la rentrée. Je l'avais dit, que ça n'engage que moi. C'est cette compréhension que moi j'ai quand même pour les congés. Selon moi, congés de détente. D'accord. Alors, votre mot de fin pour clore cette émission? Bon, je ne peux que vous remercier pour l'émission et attirer l'attention de ceux qui nous suivent actuellement et que les inviter de nous approcher et voir comment nous aussi on se débrouille, comment nous nous démerdons à Créfert pour que vraiment nos jeunes qui sont avec nous le lendemain soient quand même assurés. À l'endroit des collègues et des apprenants, que
j'aime très bien et qui sont aussi à la hauteur des tâches et qui respectent de façon scrupuleuse les instructions. Je les invite à plus de détermination pour qu'à la fin de l'année, l'objectif qui nous réunit soit atteint à 100%. Merci bien. Merci également à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Moi de vous remercier. C'était l'entretien exclusif avec le DE du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER. Nous nous sommes entretenus avec lui sur ses responsabilités au sein de l'école. Merci à vous qui nous avez suivis dans ce podcast Study to Go. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur nos différentes pages de CREFER Formation, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et autres pour suivre l'intégralité de cette émission. Merci à vous et on se retrouve dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.